Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 septembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un extrait d'une lettre de Claude Gauvreau à Jean-Claude Dussault. Mais avant, je tiens à vous souligner que dans le journal La Presse d'hier, je suis cité, eh oui, un article, un très bon article de Chantal Guy, lecture militaire, lecture militante et le mystère Miron. Alors, j'ai posté sur ma page Facebook l'article en question. Et la dernière partie de cet article, elle cite Marc Fortier, qui est l'éditeur de chez Lux. Et ce que disait Marc Fortier, c'est que chez les militants, le nom du poète Gaston Miron revenait sans cesse. On s'y référait aussi, comme s'il avait été l'âme de ce mouvement. Et de là le titre, le mystère Miron. Ben, je vais tenter, modestement, d'élucider ce mystère en disant quelques mots d'abord sur Miron. Miron est l'homme qui n'a écrit qu'un seul recueil de poésie. Et à mon avis, pour un poète, étonnamment, c'est assez. Quand on pense à Rimbaud ou à Baudelaire ou à Nelligan ou à Saint-Denis Garneau, ils n'ont écrit qu'un seul recueil. On frappe fort et après on passe sa vie à s'organiser. Dans le cas de Miron, donc, un seul recueil, L'homme rapaillé, rapaillé qui veut dire ramasser, coller, raboudiner, n'est-ce pas, pour semer encore davantage de confusion chez mon auditoire européen. Un homme qui est réparé avec des boutures, des petits morceaux ici. L'homme qui tente de s'assembler pleinement. Symbole de la condition québécoise. Donc, Miron, disait cet autre poète, Claude Beausoleil, Miron a écrit un seul recueil, mais en a fait naître des centaines, car il a été également éditeur à l'Hexagone. Et Miron était très impliqué dans les affaires de la cité. Autrement dit, c'était un poète engagé. Miron se serait régalé de ce printemps québécois. Et Miron n'était pas non plus un homme de cabinet qui s'enfermait pour ciseler son œuvre dans les hauteurs de l'Olympe. Donc, c'était un homme à ras-le-sol, un homme qui était branché sur les sources vives du terrestre. Alors, c'est pour ça que Miron a été une source d'inspiration pour ce mouvement, car il était un militant aussi. Il avait à cœur la cause de son peuple, le peuple québécois. Il était infatigable dans son combat. Aussi, moi, il me touche, Miron, par son impuissance à écrire. Il disait même, et qui imputait à la condition du peuple québécois, un peuple qui n'a pas été jusqu'au bout de son affranchissement colonial, qui ne s'est pas débarrassé de sa condition de vaincu. Alors il disait, Miron, se défendant d'avoir de la difficulté à écrire, demain, nos fils écriront. Alors voilà, c'est une des raisons, je pense, pourquoi Miron a été l'ange gardien de ce beau printemps québécois. Mais ici, je vais vous lire donc une lettre de Gauvreau. Alors je me demandais, avant de faire cette petite vidéo, si lui, Gauvreau, aurait participé. Je pense que oui, mais d'une certaine façon, Gauvreau n'a même pas attendu l'affranchissement de son peuple pour se libérer lui-même. Son théâtre en témoigne. Je pense que Gauvreau est allé un peu plus loin que Miron. Il a pris plus de risques aussi, je pense. Enfin. Alors, le 13 avril 1950, Claude Gauvreau écrit à Jean-Claude Dussault: « Je ne puis que vous réitérer ma constatation que tout va bien de votre côté. Serait-ce donc que vous portez déjà le stigmate du chercheur? Si tous vos amis
et toutes vos fréquentations se détournent de vous, d'instinct, à l'odeur, c'est que vos réflexes appartiennent maintenant à une autre société, à une autre collectivité, à une autre civilisation. Nous avons tous passé par là, et tous sans le vouloir. Écoutez bien cette phrase. Aucune intuition n'est plus infaillible que celle du résigné, flairant un révolté en puissance. Oui, j'ai déjà dit par ailleurs que je m'étais aliéné quelques personnes de mon entourage à cause de cette implication militante. Même un d'entre eux, le plus cuistre d'entre eux, m'a même dit que c'était indigne de moi. J'aurais bien aimé, en fait, je n'ai pas voulu savoir qu'est-ce qui serait digne de lui, de moi, selon lui. Mais quel infatué personnage. Et prenez ici le sens de cuistre comme quelqu'un d'arrogant, de pédant et de surtout qui ne sait pas vivre. Un autre a eu envie de me donner des leçons, n'est-ce pas? Un grand donneur de leçons qui passe sa vie en thérapie. À un âge déjà avancé, il ne peut plus changer, il devrait s'accepter là, tel qu'il est. Mais je comprends que cet exercice-là est par là trop mortifère. Donc, beaucoup de gens m'ont blâmé. C'est pour ça que ça me console un peu de savoir que dans le journal d'hier, c'est écrit, noir sur blanc, que j'ai participé à 50 manifs. Mais je viendrai aussi parce que j'ai pris beaucoup de notes au cours de ces manifs nocturnes. J'ai eu tellement de plaisir. Et j'ai rencontré des gens formidables. Des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Évidemment, on a tous nos raisons d'être là. Mais la condescendance dont font preuve certaines personnes à l'égard de ce mouvement, je les aurais invités à venir. D'ailleurs, j'ai invité tous mes amis à participer avec moi. J'en ai pas vu beaucoup. Heureusement, les poètes sont là, n'est-ce pas? J'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, je pense, que je ne lis pas pour me renseigner. Je lis pour trouver des forces vitales. Je lis pour trouver des raisons de continuer à vivre dans ce monde consumériste, dans ce monde de marchandises, dans ce monde nihiliste qui, à chaque jour, me fait davantage horreur. Vous apprendrez bientôt par vous-même cette vérité à la fois dure et libératrice. Aucune insulte personnelle n'est plus cuisante à celui qui a pris son parti de l'état des choses actuelles que le pressentiment d'une insatisfaction grondante chez autrui. Aucune opinion n'est combattue et persécutée avec plus de fanatisme et plus d'outrecuidance que celle de la possibilité d'un mieux-être. Les résignés souffrent de leur résignation et ils fuient constamment la lucidité de leur mal. La moindre manifestation de fierté et de mutinerie est instantanément interprétée par eux, avec raison, comme une atteinte directe à la justification de leur docilité et à leur parti pris de conciliation. Il n'est pas un seul de mes amis proches qui n'ait expérimenté personnellement cet étrange phénomène d'hostilité implacable que consacre automatiquement toute détermination intime et secrète d'indépendance morale et d'objectivité intellectuelle. Avec le recul, et c'est ici là que je me console, ces petits lâchages de l'entourage apparemment bien bénins et surtout soulageants, bon vent XYZ, mais quand on est plongé dedans, il est clair qu'il constitue une épreuve. L'expérience d'autrui n'a jamais servi à quiconque, mais sachez du moins que nous avons tous vécu cette période inexplicable de rupture automatique.
Le plus drôle, c'est que nous ne chassons personne. Ce sont les autres qui fuient d'eux-mêmes, comme si nous avions dans le dos une pancarte attachée « lépreux ». J'en ai vu se taire complètement, ne provoquer personne par délicatesse ou indifférence, et pourtant ne point pouvoir échapper à cet ostracisme instinctif. Ne vous plaignez. Si les liens affectifs qui se rompent aujourd'hui et dont demain vous ne vous souviendrez que vaguement, vous apparaissent plus dignes de protection que votre autonomie rugissante, c'est alors que vous serez fini. Votre autonomie rugissante. Wow! Ne vous plaignez pas trop de votre sort. Ce n'est pas la phase la plus fructueuse, la plus lumineuse que vous vivez aujourd'hui, mais c'est peut-être la phase la plus importante de votre vie et celle dont vous vous souviendrez avec émotion. Les moments les plus marquants dans la vie d'un homme sont ceux des choix. Alors, je vais conclure ici, parce que c'est une lettre assez longue. Je vais faire deux petits passages. Vraiment, je vous le montre à l'écran, cet ouvrage, Correspondance. Oui, on le voit bien. Correspondance, Claude Gauvreau, Jean-Claude Dussault. Formidable, absolument formidable. Mais j'ai déjà rencontré à quelques reprises Jean-Claude Dussault, petite parenthèse ici. Et Jean-Claude Dussault, venant d'un milieu modeste, a voulu s'arracher à sa condition. Le problème dans le combat social, dans l'épanouissement individuel, dans les cadres actuels de la société, c'est normal qu'un pauvre ait envie de sortir de sa condition. C'est normal et souhaitable même. Mais il est possible qu'il le fasse au prix de sa créativité, au prix de son autonomie rugissante. Et peut-être que Jean-Claude Dussault n'avait pas la force nécessaire. Mais je comprends ses raisons. Je comprends ses raisons. Surtout quand on vient d'un milieu modeste. On a envie de faire sa place au soleil. Mais que d'énergie gaspillée en vain dans le regard des autres. Et puis Gauvreau, dans son immense solitude, n'avait pas d'autres correspondants. Alors il lui envoyait de très longues lettres, répandait à la fois son savoir, encyclopédique déjà, tout jeune homme, 25 ans, à un autre tout jeune homme, mais un peu inculte, Jean-Claude Dussault, 18 ans. Et il lui prodiguait des conseils de vie, des conseils de lucidité, qui dépassaient sans doute ce jeune Dussault. Alors il lui dit ici ce conseil, il lui donne ce conseil précieux. Les seules voies à suivre se découvrent par le désir. Le fait que tous les enfants peuvent agencer d'authentiques chefs-d'œuvre m'incline à croire que le désir peut naître chez quiconque. Mais tant que ce désir n'est pas permis, tant qu'il ne grince pas frénétiquement à la surface, en toute générosité et en tout risque, aucune voie conséquente ne peut être désignée. L'authenticité créatrice évolue autour d'un moyeu doublement invariable, l'imprévisible et l'inimitable. Il n'existe pas d'indication pour fabriquer l'imprévisible. Il n'existe pas d'indication pour fabriquer l'inimitable. Tout ce qui est intéressé est imitable, parce que l'acte intéressé est déjà une imitation en soi, l'imitation d'une expérience connue. Pour tout homme, pour tout acte, il existe deux perspectives, le risque ou la certitude. Il est évident que tout acte à base de risque s'accompagne de tourments moraux,
d'inquiétudes torturantes. Agir à coup sûr, par contre, est une activité beaucoup plus paisible, beaucoup moins épuisante. Agir à coup sûr, n'est-ce pas? Ne pas réfléchir. Ceux qui sont plus évolués peuvent aider les autres à se débarrasser de préjugés encombrants. Mais le chemin inimitable, particulier, positif, chacun doit le découvrir soi-même pour soi par la force incontrôlable du désir. L'inspiration est le seul phare qu'un individu, qu'est un individu pour se diriger dans les marécages de l'inconnu. Ben voilà. Formidable. Un viatique, Claude Gauvreau. Ça nous aide à vivre. Ça nous aide à continuer. En tout cas, moi, c'est à ça que ça me sert pour moi, la poésie. À retrouver mes forces vitales, à me ressourcer. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Là, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi, toujours. Je vous remercie de m'écouter. Ça me touche beaucoup. Vous pouvez me rendre visite aussi, si vous avez envie qu'on discute tous les deux, puis parfois tous les trois, puis parfois tous les quatre, puis parfois tous les cinq. Parce que c'est une sorte d'agora, ma librairie. On passe probablement à la dernière librairie à Montréal où on parle librement, n'est-ce pas? Il n'y a pas de colloque, il n'y a pas d'organisation. Et tout se déroule dans l'imprévu. Parfois ça chauffe, mais je tolère le choc des idées, je tolère l'affrontement des opinions, des croyances même. Mais je n'accepte pas les insultes personnelles, cependant. Ça, j'accepte pas ça. Pas du tout. Alors, je ne permets à quiconque d'insulter quiconque dans mon 600 pieds carrés. Alors, vous pouvez devenir un militant, un militante Facebook quand vous joignez à ma page politique, comme je le répète à l'envi. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Ça fait plaisir de jaser avec vous. Vous pouvez également, quoi d'autre? Ouais, mon numéro de téléphone, oui, 514-736-0999. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous invite à lire ce bel article qu'a écrit Chantal Guy. Et ma vanité naturelle a eu beaucoup de plaisir à y retrouver mon nom dans le journal. Je suis vaniteux et certains même me reprochent d'avoir un gros ego. Mais je me méfie des gens qui ont un ego mal assumé. L'ego des autres, quant à moi, ne m'a jamais dérangé. C'est leur manque de savoir-vivre qui me gêne. Et ça, c'est toujours le signe d'un ego plutôt malade. Allez, bonne journée.